Incontournable, éminent spécialiste du monde arabe. D'abord Gilles Gauthier, vous êtes ancien diplomate, vous êtes actuel conseiller de Jacques Lang à l'Institut du monde arabe et traducteur de Alaa El-Aswani, l'auteur notamment de l'immeuble Yacoubian. Nous l'accueillerons d'ailleurs au mois de mai à l'Institut français. Elie Bédji, vous êtes écrivain et fondatrice du Collège international de Tunisie et votre dernier livre, Le désenchantement national, essai sur la décolonisation, est sorti aux éditions La Découverte. Ella Wardi, vous êtes professeur de littérature et de civilisation française, chercheur associé au laboratoire d'études sur les monothéismes. Les derniers jours de Mohamed, chez Albin Michel, est sorti au mois de novembre, je crois, dernier. Absolument, en poche. Alors, cette rencontre a lieu à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Gilles Gauthier, Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. Car Gilles Gauthier, vous êtes avant tout un amoureux du monde arabe. Vous y avez bourlingué pendant un demi-siècle, d'ouest en est, d'Algérie au Yémen, via le Maroc, l'Irak, la Syrie et le Liban, Bahreïn également. Vous en êtes un connaisseur hors pair. Vous avez vu ce monde arabe se transformer, et c'est aussi tout ce que vous nous racontez dans cet ouvrage. Votre livre, c'est, je crois, pas vraiment un livre savant de sciences politiques, même si ça l'est aussi, mais c'est une forme de fragment d'un discours amoureux au sujet d'un monde en mouvement, parfois vampirisé politiquement, qui résiste grâce au dynamisme et à la force de la société civile engagée dans toute la région. Vous concluez votre ouvrage par ces quelques mots. La situation est-elle donc sans espoir? La guerre, le chaos sont-ils donc inévitables? Et si la guerre, si le chaos actuel n'était que la fièvre qui accompagne une mue profonde en train de s'accomplir sans qu'elle nous apparaisse encore? Vous faites donc partie de ces optimistes sur l'avenir de la région, ce dont je me réjouis, car c'est bien d'optimisme dont nous avons besoin. Alors je remercie encore Elie Bédji et Ella Wardi d'entamer le dialogue avec vous autour de ce livre, et je passe la parole pour commencer à Elie Bédji. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité de m'avoir fait rencontrer Gilles Gauthier, que je ne connaissais pas, et de m'avoir permis de lire son livre, qui m'a beaucoup intéressée, et à plusieurs niveaux que je vais décrire là très vite. J'essaierai de ne pas être très longue, peut-être un tout petit peu quand même, disons. Il y a toujours les livres sont toujours des choses très complexes, donc bon, il y a tout un dédale. Et je voulais dire que, en fait, je vais en faire une lecture personnelle. Pourquoi? Parce que je suis fille de diplomate et que j'ai vécu les petites pérégrinations de mon père quand j'étais petite comme un déracinement permanent. C'est-à-dire que chaque fois que j'étais dans un pays, eh bien, je le quittais en pleurant et je m'appropriais ce pays comme si c'était le mien. Et je trouve que c'est un métier qui est beaucoup plus douloureux que ne le laissent penser les cocktails et voilà, les choses qui paraissent très agréables de l'extérieur. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de déchirements dans ce métier à cause des liens qu'on peut créer avec la nature dans laquelle on vit. Tu parlais des beaux arbres voilà, et des gens et des relations humaines. Donc, d'une certaine manière, le métier de diplomate, et je vais montrer que ça s'est passé exactement de manière contraire pour vous. C'est un métier donc, où on se déracine tout le temps, et donc, d'une certaine manière, on se déshumanise et on est un peu dépossédé de soi-même, je pense. Et on finit, si vous voulez, par intérioriser ce détachement pour éviter cette souffrance, et se garder de tout attachement, et on finit par jouer ce rôle de représentation permanente, et qui devient une seconde nature, et le monde des chancelleries se développe comme ça en parallèle au monde réel. Bon. Eh bien, avec vous, ça a été exactement le contraire pour moi, comme lecture. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que, en réalité, d'ailleurs vous le dites vous-même dans certains passages, c'est une expérience de l'enracinement. C'est exactement le contraire. Et l'enracinement avec la force de ce que j'appelle l'humanité arabe, que vous-même, vous la décrivez de manière tout à fait remarquable, avec sans aucune prétention littéraire, mais avec justement, comme les livres peuvent être écrits, avec une sorte de simplicité lumineuse qui n'est pas liée à la recherche systématique du style,
voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, je préfère dire humanité arabe que identité. Hein, parce que vous prononcez le mot de passion. Et justement, je pense que la passion, pas dans le sens de souffrance, justement, mais dans le sens de inclination, vous dites ce besoin d'aller voir ailleurs si d'autres vérités ne valaient pas celles qu'on nous avait inculquées depuis notre enfance, vous montrez finalement que l'ailleurs n'est jamais un déracinement, en fait. Et que c'est peut-être même, cette passion, c'est la racine, en quelque sorte. On peut s'enraciner dans l'ailleurs. Voilà, votre passion, c'est cet enracinement dans l'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que je définirai. Et donc, en fait, vous vous rapprochez de vous-même et vous ne vous éloignez pas de vous. Alors, donc, je vais développer un peu cette idée parce que on peut se dire que finalement, vous êtes quand même français, n'est-ce pas ? Et là, on voit qu'il y a quelque chose de différent entre la nation et la patrie. Et qu'une patrie peut très bien ne pas être sa propre nation. Je ne dis pas du tout que la France n'est pas votre patrie. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on a chacun plusieurs patries. Moi, j'en ai compté déjà pour moi 4. Bon, je ne vais pas vous les énumérer ici parce que ce n'est pas moi le sujet du livre, c'est Gilles Gauthier, mais on pourra en parler plus tard si vous voulez. On a plusieurs patries et je suis persuadée que la patrie n'est pas la nation. La nation, c'est encore la force de sublimation collective dans laquelle on se fond, on disparaît, tandis que la patrie, c'est l'appropriation subjective personnelle, passionnelle, donc originale, et de sa propre généalogie, qui n'est pas forcément le lieu où l'on est, un haïté. Donc, vous avez une généalogie arabe, ça c'est sûr. Bon. Et tout cela, parce que vous êtes un diplomate, sans trahir votre pays natal. C'est-à-dire qu'on sait à tout moment que vous êtes toujours au service de la France. Et vous êtes au service de la France en essayant de vous débarrasser du passif de la colonisation. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident, mais vous avez réussi à le faire. Et on pourra en débattre par la suite. C'est-à-dire que vous avez toujours essayé de ne pas de débarrasser votre relation aux Arabes, à vos amis, à vos interlocuteurs, aux États, du rapport de domination. Et même vous mettez presque dans une position presque d'humilité et de gratitude. Souvent. On sent dans votre livre en permanence cette espèce de gratitude par rapport à l'être ensemble. Non pas le vivre ensemble, parce que le vivre ensemble, on l'a trop entendu. Je crois que c'est un mot pour l'instant qu'il faut mettre de côté. Parce que le vivre ensemble, c'est tout à fait autre chose. Mais l'être ensemble, c'est vos mille et une nuits à vous. Mais quand vous avez passé 50 ans, si vous multipliez, combien ça fait, toi qui es mateuse, 50 ans de mille et une nuits, ça fait combien? 365 multiplié par 50, ça fait, je sais pas, vous avez 30 000 et une nuits, vous avez eu. Parce que il y a beaucoup de nuits. Il y a beaucoup de nuits, hein, beaucoup de nuits. Certaines étaient calmes. Oui, non, mais quand je dis nuit, c'était le merveilleux. Non, mais attends, le merveilleux peut être très calme. Hein, donc, c'est ce que j'appelle donc le merveilleux. Bon. Alors voilà, je vais vous dire quelque chose. La question du merveilleux est centrale. Pourquoi? Parce que je crois qu'on ne peut s'émerveiller de l'Orient que quand on n'y est pas né. Vous pouvez vous émerveiller de l'Orient, mais pas moi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup appris avec vous. Et j'étais contente de m'émerveiller du lieu dans lequel j'étais née et dont je n'arrive plus à m'émerveiller. Donc c'est bien, ça m'a fait du bien. Bon. Et donc j'ai eu le plaisir à regarder cet Orient que vous décrivez avec vos yeux. Et c'est le rôle de la littérature d'ailleurs. Parce que finalement, vous êtes en train de réhabiliter ce que nous, on vit comme une calamité. Et une fatalité, quelquefois même un désastre. Et je le dis sans aucun pessimisme, hein, pas du tout, mais comme ça, je le vis comme ça. Et je dirais que j'ai un rêve inverse au vôtre. Nos rêves sont inversés. Parce que moi, comme fille de diplomate, dans l'autre sens, moi je rêve d'Occident.
Moi, mon merveilleux, c'est l'Occident. Voilà. C'est comme ça que je peux renaître. C'est par l'Occident, non pas par l'Orient. Vous voyez? Mais c'est très intéressant, vous voyez? C'est ça. Et je ne suis pas la seule à rêver de l'Occident. Parce que tous les malheureux qui traversent, moi, je peux en rêver sans risque. Mais les autres, c'est un rêve tragique. Le rêve de l'Occident est un rêve tragique. Comme le rêve de l'Orient peut être un rêve tragique, et on pourra le montrer d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui rêvent de l'Occident et ça finit mal pour eux. Voilà, c'est la question des immigrés, comme vous le savez, des migrants. Donc, je crois que le rêve d'Occident, aujourd'hui, est beaucoup plus puissant que le rêve d'Orient. Vous êtes un homme du 19e siècle. Vous êtes un humaniste. 18e, comme moi alors, moi aussi. Du 18e siècle. Vous avez l'espérance qu'il va se passer quelque chose d'inouï dans cette région du monde. Et vous nous faites vivre cette expérience, puisque vous l'avez depuis l'âge de 18 ans. Et donc, nous aussi on l'a, mais on porte en nous une mélancolie plus profonde que la vôtre. Et nous éprouvons de manière plus aiguë le malheur sous-jacent de notre histoire, qui fait que nous n'avons pas cette espèce de force d'être des peuples pionniers. Voilà. Vous pouvez vous permettre de rêver de l'Orient parce que vous êtes des pionniers. Nous, non. Voilà. Alors, il y a eu la révolution tunisienne, il y a eu la révolution, mais précisément, je crois que l'Orient s'est arrêté et le vôtre s'arrête avec la révolution. Vous le dites quelque part d'ailleurs. Parce que votre Orient, parce que, oui, à un moment donné, oui, je vais vous dire, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que la révolution va instaurer la démocratie, entre guillemets, et elle y parvient, mais la poésie de l'Orient s'effacera dans le prosaïsme de l'islam politique. Et également dans le modernisme aussi, hein, par certains côtés. Donc, je reconnais parfaitement les droits politiques des islamistes. Hein. Je ne parle pas de cette question. Mais je sais que l'islamisme détruira la poésie, le charme, l'imaginaire et le rêve du mythe de l'Orient que vous portez, que les grands auteurs du 19e siècle ont porté, que nous portons en nous, dans notre mémoire, dans notre inconscient jungien, si je veux dire, dans notre mémoire collective. Il écrasera, cet islamisme, la beauté de l'Orient sous son puritanisme insoutenable, qui étouffera le corps par de nombreux interdits, et qui dit étouffer le corps, dit étouffer l'esprit. On étouffe. Donc on est dans ce moment dramatique où l'Orient s'est arrêté. Voilà. Je crois qu'on pourra discuter de ça. Je ne vais pas développer cette idée, je la lance. Sur le plan politique, votre expérience est très intéressante. Comme je l'ai dit, vous ne quittez pas la France, malgré tout. Mais quand même, vous faites du romanesque tout le temps. Vous êtes dans le poétique, vous faites pas vraiment... bien sûr, il y a des passages politiques, mais pour moi, ils sont très secondaires. Vous faites du romanesque, vous faites de l'hédonisme, vous faites les nourritures terrestres de Gilles, hein, vous vous élevez au-dessus du politique tout le temps. Vous essayez tout le temps de vous arracher à toutes ces tractations et vous raconter des choses, quelquefois ennuyeuses, quelquefois marrantes, etc. Parce que finalement, vous n'avez pas voulu réduire vos interlocuteurs politiques à des politiques uniquement. Voilà. À chaque fois, vous leur redonnez une certaine humanité et vous essayez de traverser la cruauté des choses que vous vivez, parce qu'il y a des choses cruelles, tout le temps avec cette espèce de, cette résilience grâce à la beauté. Par exemple, à un moment donné, vous dites un truc incroyable, vous dites, la beauté des paysages l'emporte à chaque fois dans votre texte sur le temps de la cruauté. Le temps de la beauté l'emporte à chaque fois. Vous dites qu'en pleine guerre d'Irak, enfin vous êtes en Irak à un moment donné, qu'une femme se plaint de même plus pouvoir rester dans son jardin
parce qu'elle ne sait pas si elle va vivre. Dans le second passage. Voilà, ou voilà, plus tard, ou après la guerre, elle se dit qu'elle ne va pas être peut-être vivante, qu'on ne reste plus dans son jardin en Irak, parce qu'on n'est pas sûr de vivre. Mais en même temps, 2 phrases après, vous dites, et vous rappelez, alors vous parlez des belles soirées de printemps, et la nature renaissait, dites-vous, et dans les rues, on vendait des amandes vertes, humides, légèrement salées. Des amandes vertes, humides, légèrement salées. D'abord, ce goût-là, nous, on l'adore. Et en plus, on oublie ce qu'a dit la dame, presque. Donc, vous rachetez, en quelque sorte, le monde arabe. Vous le rachetez avec les amandes vertes, humides, légèrement salées. C'est important. Non, c'est très important, les amandes vertes, humides, légèrement salées, c'est une chose importante. Voilà, on va aller très vite sur la méthode de reconnaissance de l'autre, parce que vous avez votre propre méthode, qui n'est pas facile, parce qu'il faut à chaque fois surmonter des préjugés. Mais on va parler de l'altérité. L'altérité, qui donne tellement de fil à retordre aujourd'hui, moi, je l'ai toujours vécu comme totalement artificiel, comme quelque chose de totalement artificiel. Et je crois que vous aussi. Parce que si vous vous posez la question, si tu te poses la question, si je me pose la question, si vous vous posez la question, qu'est-ce qui m'est le plus étranger? Qu'est-ce qui est le plus éloigné de moi? Qu'est-ce qui m'est le plus... Oui, qu'est-ce qui m'est le plus éloigné? Qu'est-ce qui m'est le plus étranger? Qu'est-ce qui m'est le plus opaque? La réponse vient d'elle-même, c'est moi-même. Je suis ce qui m'est le plus étranger. C'est le fameux jeu et un autre de Rimbaud. Bon, je le dis d'une autre manière, bien sûr. Pas aussi bien que Rimbaud. Donc, et tout au long de ma lecture, j'ai eu le sentiment que rien ne vous était étranger. Que tout vous était familier. C'est ça qui est assez fascinant. Bon, alors votre livre est totalement diplomatiquement incorrect. Hein. Il faut le dire. Ça. et il est beaucoup plus, et humainement beaucoup plus vrai, quoi. C'est très amusant. Et pour aller plus loin dans votre singularité, j'ai encore 2 points. Et là, je te donne tout de suite la parole, parce que je ne veux pas me monopoliser. J'ai une autre question que tu parles. Ah bon, j'ai parlé de J'arrête là. J'arrête. Quand on parle de mon livre comme ça, c'est pas... J'arrête là. J'ai 2 choses à dire. Non, mais je voudrais réagir à une ou 2 choses, mais... On réagira après. Le micro. Peut-être après. Ah oui, pardon. Ah bon, d'accord. Tout de suite. Non, je disais que je voulais réagir à une ou 2 choses, mais un peu plus longuement. Donc, ok, d'accord. Alors, à un moment donné, donc pour aller dans, alors parce que quand même, c'est pas une épreuve, c'est un peu une descente aux enfers, hein, Lorient. Vous en avez fait mille et une nuits, mais même pour les étrangers. Par exemple, vous dites, quelqu'un m'a comparé à Laurence d'Arabie, j'étais assez content, ça ne me déplaisait pas, etc. Mais, bon, c'est vrai, il y a quelque chose, mais Laurence d'Arabie, il dit quelque chose que vous ne dites jamais. Il dit attendez, qu'est-ce qu'il dit Laurent d'Arabie? Ah oui, je me battais pour ma propre cause sur mon propre tas de fumier. J'ai jamais vu de tas de fumier dans votre livre. Bon, il y en a pas. Et lui, il ne sort pas du tout indemne, Laurence d'Arabie. Il ne sort pas indemne de cette histoire, il meurt après. Enfin, il était engagé dans une guerre et il dit c'est l'expérience de la folie. Hein. D'abord, il dit qu'il était semblable au cercueil de Mahomet. Tiens, ça devrait t'intéresser. Qu'il était devenu semblable au cercueil de Mahomet, avec en résultat un sentiment d'intense solitude dans la vie, un mépris non pas pour les autres hommes, mais pour tout ce qu'ils font, ce qui n'a jamais été votre cas. Il n'y a pas de mépris du tout dans votre livre. Il y a de la curiosité, quelquefois de la révolte plutôt, de la colère, mais pas de mépris. Et évidemment, Laurence d'Arabie, c'est la folie, était très proche pour lui, et elle dit, je crois qu'elle serait proche de l'homme qui pourrait voir les choses au travers des voiles de 2 coutumes, de 2 éducations, de 2 environnements à la fois. Et ce déchirement, cette solitude ne vous a pas rendu fou.
Personnellement, au contraire. Voilà, au contraire. Et je pense que vous avez gardé, voilà. Vous dites d'ailleurs, par exemple, je parcourais les rues avec presque autant d'enthousiasme que les véritables croyants. Alors, à un moment donné, on dit il va se convertir. C'est fini parce qu'il fait Ramadan en plus. Il raconte comment il fait Ramadan et il est très content. Je dis, mon Dieu, ça y est. Je vais lire dans la ligne suivante, je dis qu'il s'est converti à l'islam. Je l'ai fait au moins pendant 10 ans. Voilà, mon Dieu. Bon, bref. Alors je me suis dit, bah, bon, non, vous avez résisté à la tentation de la conversion. Malgré de multiples tentations. Hein. On vous a toujours, tu te convertis, il faut que tu te convertisses, etc. Voilà. Vous avez aimé votre statut de diplomate malgré tout. Attendez, il ne faut pas trop dire du mal de la politique et des diplomates. Vous l'avez aimé parce que vous avez aimé, dites-vous, le pouvoir d'agir et vous l'avez associé à votre pouvoir de comprendre, d'interroger et d'aimer et de servir. Donc c'est aussi un métier d'amour et pas seulement un métier de calcul d'intérêt et de rapport de force. Vous avez à chaque fois, on sent que vous vous arrachez au rapport de force de la France avec ses anciennes colonies. Bien. Et je finirai peut-être sur un autre illustre de vos prédécesseurs, qui est Gérard de Nerval, qui m'a fait penser à vous. Et je n'ai pas pu m'empêcher de relire quelques passages du Voyage en Orient, qui est évidemment un texte majeur du XIXe siècle. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes un homme du XIXe siècle, j'ai pensé à Nerval. Parce qu'il a une quête similaire à la vôtre, en fait, Nerval. Mais elle s'est mal terminée pour lui. Pas pour vous, heureusement. C'est l'amour. Nerval est parti en Orient pour retrouver Aurélia, Sylvie, toutes les figures imaginaires de la femme inaccessible, aimée, etc. À un moment donné, il a failli se marier, il a fait au Liban, etc. Et évidemment, il s'est rendu compte que... ça a été pour lui un désastre, hein, le voyage en Orient. À la fin, ça a été un émerveillement, mais avant de partir en Orient, il avait fait une crise de folie déjà. Et après son voyage en Orient, il a fait plusieurs crises de folie et il s'est suicidé. Donc je me demande si ce passage par l'Orient n'a pas été à l'origine de l'aliénation de Gérard de Nerval. Il dit quelque chose de très important pour moi, je sais pas, pense peut-être qu'elle est moins importante pour vous, mais vous me direz tout à l'heure. Il dit qu'il quitte avec beaucoup de regret le Caire, où vous vivez toujours, parce que le Caire de l'Orient, pour lui, n'existe plus. C'est-à-dire que pour lui, l'Orient était mort déjà au XIXe siècle. Il dit, n'y pensons plus. Ce Caire-là gît sous la cendre et la poussière, l'esprit et les progrès modernes en ont triomphé comme la mort. Et il dit, l'Orient d'autrefois achève d'user ses vieux costumes, ses vieux palais, ses vieilles mœurs, mais il est dans son dernier jour, il peut dire comme un de ses sultans, le sort a décoché sa flèche, c'en est fait de moi, je suis passé. C'est-à-dire qu'il signe la mort de l'Orient. Et vous, non, vous vivez en Égypte, et l'Égypte vit en vous. Vous faites revivre, finalement, ce que Nerval a dit qui était mort. Voilà. Et cette victoire, c'est un peu, ça c'est la magie de l'Orient, que peut-être nous on ressent un peu encore un tout petit peu, malgré tout, pour ne pas être complètement. Hein. C'est le mystère du temps toujours retrouvé. C'est-à-dire du temps qui ne bouge pas, du temps proustien que l'on retrouve, la recherche du temps perdu, mais l'Orient, c'est-à-dire votre Orient, en fait, c'est le temps retrouvé en permanence. C'est-à-dire, on sort du temps en Orient et on est toujours dans le mystère de la présence de l'ancien. Le passé n'est jamais vraiment mort, en fait. Il vit, c'est le présent du passé est toujours vivant. Et c'est peut-être cet enchantement qui a fait que vous avez voulu écrire ce livre, qui nous redonne le rayonnement, en quelque sorte, de ce que nous n'arrivons plus à voir. Alors, je terminerai juste, mon mot de conclusion, c'est celui-là. Vous êtes le représentant d'une grande puissance, et on dit, aujourd'hui, vous savez que les grandes puissances sont extrêmement remises en question par toutes sortes de méthodes cruelles, idéologiques, quelquefois à juste titre, parce que la puissance peut être aussi destructrice. Et je pose cette question, la puissance est-elle capable d'humanisme? Eh bien, je réponds oui, bien sûr. La puissance est capable d'humanisme,
Et je dirais que notre absence d'humanisme à nous, d'humanisme, hein, pas d'humanité, c'est pas pareil. Hein. L'humanisme et l'humanité, c'est deux choses différentes. Notre absence d'humanisme est due à notre faiblesse, à notre absence de puissance. Et je crois que, justement, l'humanisme ne peut être que le fait de la puissance, en fait. Voilà. Et cette persévérance de vous-même pendant 50 ans, quand vous dites les gouvernements marchent dans une vallée, tandis que les peuples se trouvent dans une autre, c'est un proverbe arabe, vous avez fait constamment la passerelle entre les vallées, la vallée des peuples et la vallée des gouvernements. Vous n'avez pas voulu marcher dans une vallée. Non, vous êtes allé dans l'autre, en permanence. Dans les deux, voilà. Et vous avez essayé donc de faire mentir par votre itinéraire cette vallée hermétique, ces deux vallées hermétiques. Donc cette persévérance de soi est assez étonnante depuis l'adolescence quand même, hein, cette fidélité. Et je dirais que, pour terminer, que nos jeunes démocrates girouettes devraient s'en inspirer. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Et vraiment, je veux absolument que vos notes, là, si vous pouvez me les donner, ça me ferait très plaisir. Alors, je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'il y a deux types de vie diplomatique possibles. Qu'il y a effectivement la vie d'un diplomate qui passe de Katmandou à Washington, puis de Washington à Buenos Aires. Et là, effectivement, on est dans le déracinement. Mais moi, j'ai eu la chance, la volonté, pas seulement la chance, de travailler dans une région qui a une grande unité humaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas... Vous avez parlé de diplomate, mais tout de même, dans ces 50 ans, il y a quand même 50 ans où je ne suis pas diplomate, où je suis professeur, où je suis maintenant retraité, mais donc il y a une période plus longue que la période de diplomate. Effectivement, pour moi, c'était un enracinement qui s'approfondissait chaque fois plus. Par exemple, quand je passais d'Égypte au Liban, je n'avais pas l'impression de partir, d'abord parce que je revenais tout le temps, et puis ensuite parce que je trouvais au Liban des gens qui avaient de la famille. Enfin, j'étais dans le même monde. Donc j'approfondissais toujours cette présence dans le monde arabe. Et donc, ce qui fait que je n'ai pas eu effectivement à en souffrir. Je crois que dans la salle, il y a un autre amoureux de l'Égypte qui me comprend, je pense. C'est Olivier, notre ambassadeur, Olivier Pape d'Arvor, qui vient de faire un petit voyage en Égypte à nouveau. Et c'est ni le second ni le troisième, je ne sais pas si c'est le 10e ou le 20e, et où il a donc été en poste également. Oui, mais maintenant il est amoureux de la Tunisie. Hein. Mais justement, c'est comme moi, c'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Alors, juste peut-être avant que... Sans répondre à tout peut-être, et je vais juste un petit peu vous contredire en vous lisant la fin de ce que j'ai écrit. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais charmé par l'Orient des petites ruelles, l'Orient des senteurs, l'Orient des... mais ensuite, il y a eu effectivement l'Orient des révolutions auxquelles j'ai presque participé. Je ne peux pas dire que j'ai participé totalement. J'ai participé sur France 24, pratiquement tous les jours, en tout cas pendant la révolution égyptienne, et puis j'ai participé aussi physiquement, en me trouvant au Caire, j'ai à plusieurs reprises manifesté. Et donc, mais je ne pense pas que maintenant nous soyons de l'autre côté, sur l'autre versant, sur le versant donc du retour en arrière. Et j'écris, ce sont les derniers mots de ce texte. Voici quelque temps, un garçon d'Aden a été tué 2 balles dans la tête au milieu de la rue. Sur sa page Facebook, ce garçon affirmait son athéisme. Ce mot martyr, tellement galvaudé,
Il le méritait bien, lui, avec son courage, au sein d'une ville dont s'est emparé Al-Qaïda à la suite de l'intervention saoudienne. Un martyr de la vie et pas de la mort. Et ma tristesse réelle, j'ai bien connu cette ville un peu canaille, la gaieté de sa jeunesse, ma tristesse était mitigée par ma conviction que des dizaines de milliers de jeunes gens comme lui, pas nécessairement athées, mais libres, étaient en train d'émerger un peu partout au milieu de ce cataclysme. Un peu partout, à Tunis et au Caire, bien sûr, mais aussi à Riyad et à Jeddah, à Bagdad, à Marrakech et dans les villages du Rif. La formidable énergie libérée par les révolutions de 2011 ne s'est pas mystérieusement volatilisée. Si elle n'apparaît plus au grand jour, c'est qu'elle travaille en profondeur. Regardez, ces gens que vous voyez ne sont plus les mêmes, et c'est peut-être cela, après bien des péripéties encore, que découvrira, c'est le sens premier du mot apocalypse, le sanglant bouleversement de toutes nos certitudes. Donc, mon Orient, d'ailleurs c'est un mot que je n'emploie pas Orient, parce que moi c'est plutôt... Ben, l'Orient, ça dépend où on est. Mais cet Orient, donc mon Orient, c'est ça maintenant. Et si vous voulez, hier, j'ai eu une très bonne nouvelle. J'ai découvert sur Facebook, avec des quantités de posts postés par des amis, que Moka était libéré. Alors, Moka, personne ne connaît Moka. Moka, c'est un révolutionnaire égyptien qui était emprisonné depuis 4 ans. Eh bien, Moka était libéré. Il aurait pu sortir de prison tout seul, attendu par sa mère ou son père. Moka a été libéré et plein de tas de jeunes sont allés le chercher. Ensuite, ils ont parcouru la ville. Enfin, ça c'est l'Orient actuel, qui est dans le prolongement de tous les Orients, même un peu folkloriques, que j'ai pu aimer. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, la relation, la patrie, c'est vrai qu'il y a eu, quand j'étais jeune, une tentation d'aliénation, d'auto-aliénation. Quand j'étais jeune, il y a eu cette tentation de fuir cette société française que, pour des tas de raisons, je n'avais plus envie de considérer comme mienne. Mais c'est vrai que ça m'est passé, d'abord parce qu'on m'a dit que ce n'était pas possible. Mes amis eux-mêmes, donc c'était un ami du Polisario, qui m'avait dit « Tu pourras faire ce que tu voudras, tu ne seras jamais un Sahraoui ». Et il avait raison, bon, donc il avait raison. Et donc du coup, je sais que je suis français, et quand j'ai servi la France comme diplomate, et que je pense continuer à servir de différentes façons, c'est aussi parce que j'avais le sentiment que servir la France était compatible avec... si ça ne l'était plus, je l'aurais peut-être moins servi. Si ça n'était pas compatible de servir la France tout en... Je servais plus une relation. Je servais plus mon utopie, qui est celle d'un monde réconcilié. C'est vrai que mon monde réconcilié à moi, il n'est pas immense, il tourne autour de la Méditerranée, mais mon utopie, c'est que de parvenir à recréer, à recoller les morceaux, à recréer, et ça pendant assez longtemps, c'était la diplomatie française, me semble-t-il, quand j'étais donc diplomate, allait assez bien dans ce sens. Et ça m'était agréable de me sentir utile en faisant ça. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi beaucoup de postes culturels ou autres, donc des postes politiques où j'avais une prise sur la réalité politique. Il y a eu le Liban, que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais vraiment, merci beaucoup, parce que vous avez une lecture de ce que j'ai écrit qui me fait énormément plaisir. Votre empathie, moi j'ai peut-être une empathie avec le monde arabe, mais votre empathie avec mon livre est vraiment très forte. Merci. Oui. Merci beaucoup Hélène, merci Gilles d'être là. Je suis vraiment ravie d'avoir cette occasion de présenter ton livre. Et en fait, il m'est difficile d'ajouter autre chose après ce que Hélène vient de dire brillamment.
Mais en tout cas, j'aimerais dire que ce livre est juste un petit bijou, c'est-à-dire, et c'est le test que tous les lecteurs, je crois que dans la salle on est tous de grands lecteurs, c'est qu'on le lit très vite, il ne traîne pas. Et c'est ce qui m'est arrivé en lisant le livre de Gilles. Je n'ai pas pu m'arrêter jusqu'à la fin, quasiment. J'ai dû interrompre peut-être à 2 ou 3 reprises la lecture pour des urgences, mais je l'ai fini très vite parce qu'il m'a captivée et surtout pour 2 raisons principales. Maintenant que j'y réfléchis, d'abord parce que c'est plusieurs livres en un seul. Il y a à la fois le récit de voyage, mémoire, confession, autobiographie et biographie du monde arabe, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le personnage principal du livre, c'est le monde arabe, c'est pas l'auteur, c'est pas vous. Ce qui m'a le plus fasciné aussi, c'est qu'il est complètement pétri de matière littéraire. Non seulement parce qu'il y a beaucoup de personnages d'hommes de lettres que vous avez rencontrés, notamment Jean Sénac, qui vraiment occupe une place importante. Je crois que la rencontre avec Jean Sénac a été déterminante dans votre itinéraire, mais aussi parce que comme votre dernier poste était au Yémen, je ne peux pas ne pas penser à Rimbaud. Et vous êtes véritablement l'homme aux semelles de vent. Vous avez parcouru ce monde arabe comme un peu Ulysse, et même Alice au pays des merveilles, parce qu'à un moment donné, vous utilisez cette expression quand vous êtes admis au concours de secrétaire. Je suis passée de l'autre côté du miroir. Donc il y a tous ces personnages qui sont les multiples facettes de votre voyage initiatique dans le monde arabe, mais par-dessus ce côté esthétique, cette recherche de style dans la manière d'écrire le monde arabe, et qui, je pense, on ne peut pas parler de passion d'une manière clinique. Hein. La passion ne peut passer que par de la poésie. On n'en parle que par le détour de l'expression poétique et même picturale, je dirais, puisque ce livre, je en parlais tout à l'heure à Gilles, est comme une exposition universelle où on traverse à travers des galeries les portraits, des paysages, des scènes de genre, hein, comme cette fête de circoncision à Alger. Je vais revenir sur cet épisode. Et aussi de grandes scènes d'histoire, puisque vous avez été témoin privilégié durant certains épisodes décisifs, notamment la visite un peu chaotique, je trouve, de Bernard Kouchner, dont vous parlez. Oui. J'étais un peu méchant. Oui. Je vais regretter parce que mon livre n'est pas méchant et ce pauvre Bernard Kouchner est très mal traité. Oui, oui, c'est vrai que tu n'es pas tendre avec lui, mais bon. Mais je pense que c'est justifié. Hein. En tout cas, donc à part cette tonalité poétique qui, en tant que littéraire, bien sûr, ne peut pas me laisser totalement indifférente, il y a une attitude profondément éthique par rapport au monde arabe. Comme l'a rappelé Hélène tout à l'heure, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a aussi de l'autodérision, c'est-à-dire que par rapport à vous-même, vous êtes loyal, c'est-à-dire que vous ne montrez pas un visage, disons, aseptisé, lifté, non. C'est véritablement une attitude éthique de sincérité, de fidélité aux personnes que vous avez croisées, que vous avez aimées, au sens amoureux du terme, mais aussi au sens intellectuel. Et puisqu'on parle justement de cette dimension intellectuelle, parce que j'aurais 2 petites questions à te poser, Gilles, pour lancer un peu la discussion. Il y a 2 personnes dont l'ombre plane sur le livre. Bon, Jacques Berck, que vous citez, mais vous citez un livre de lui, la Dépossession du monde, je crois. Langage arabe du présent. Voilà. Mais il y a ce livre de Jacques Berck, Mémoire des 2 rives. Le titre n'est pas inspiré par... ici. Oui, entre 2 rives, effectivement. J'ai découvert que j'avais ouvert une librairie française au Centre culturel d'Alexandrie. Elle s'appelait aussi Entre 2 rives. Ah, d'accord. Oui. Et donc, il n'y a pas de référence, le micro ne marche plus, je crois. Si, il marche.
Et il y a donc Jacques Berck, cet orientaliste de grand talent qui a écrit les mémoires des deux rives. Je pensais que et il y a la personne qui nous a présenté il y a quelques semaines à Paris, Gilles Kepel, qui a écrit Passion arabe. Oui. Gilles m'a dit qu'il était gentil, mais qu'il pourrait me faire un procès. Oui, voilà. Voilà. En fait, le mot passion, toujours avec arabe, je pense qu'il y a presque une excuse derrière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était quelque chose d'irrationnel. On ne sait pas pourquoi on aime le monde arabe. Et donc, c'est la passion. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'affection raisonnable, qui se justifie. Surtout que, et là, j'aimerais lire un petit passage qui m'a un peu bouleversée, puisque ça se situe dès les premières lignes, page 21. Alors, le cadre spatio-temporel, on est en 67, donc humiliation de l'armée de Nasser, et vous vous trouviez à ce moment-là dans une fête de circoncision. Hein, c'est un peu prémonitoire, c'est une castration dans les règles, en fait, ce que l'armée égyptienne a subi. Et, bien sûr, il y a un passage où, bien sûr, vous êtes témoin d'une discussion entre deux invités, et on apprend en fait qu'il y a eu une défaite, ce n'était pas du tout une victoire, telle que la propagande officielle a essayé de communiquer. J'entendis alors, près de moi, comme une lame qui tranche entre le cœur et la raison, décidément, il n'y a rien à attendre des Arabes. Et pourtant, on est en 67, 40 ans plus tard, et tu attendais quelque chose des Arabes? D'abord, pour répondre à la question sur l'amour, la passion, est-ce que quand tu aimes, tu sais pourquoi? En général, oui. Oui. Ben, je ne sais pas. Non. On ne sait pas trop. Non, mais là, je reprenais le propos. Mais peut-être, on pourrait dire une chose. Je pense que ce qui est vrai là-dedans, c'est que ce qui est complètement cassé, c'est ce nationalisme, ce mythe de la nation arabe. Et tant mieux. Parce que autant je suis persuadé qu'il y a une grande unité, qu'il y a un monde arabe avec énormément de choses en commun, mais ce mythe a fait beaucoup de mal. Et ce mythe de la nation arabe à la mission immortelle a fait un mal fou au monde arabe et continue à le faire par moment. Donc, c'est peut-être à ça que... Oui, sans doute, mais parce qu'en fait, comme c'est un univers, c'est vrai, il y a des scènes pittoresques dans le livre, mais il y a aussi des scènes de grande violence. C'est un univers très violent. Oui. Bien sûr, il y a une violence qui ne s'exprime pas physiquement. Il y a une violence rentrée, une profonde intolérance, surtout quand tu parles de l'islamisation progressive des sociétés arabes dont tu étais témoin, la laideur, surtout tu as des mots extrêmement rudes contre des institutions comme Al-Azhar par exemple, comme aussi en Iran, cette famille Kazeroni qui avait appuyé malgré l'ouverture d'esprit de cette famille d'intellectuels, ils ont appuyé la fatwa contre Salman Rushdie. Oui. Donc il y a une hypocrisie qui est de l'ordre du conformisme religieux qui a fait que l'islamisation a gagné du terrain et tu étais un peu le témoin de cette défiguration dont l'emblème, je pense, est cette... Asbiba. Voilà. Asbiba. Moi, je connais un vieux monsieur, enfin, je ne connais plus parce qu'il est mort depuis longtemps, mais un vieux monsieur, un vieux paysan des Aurès, le grand-père d'un ami, qui a prié toute sa vie depuis l'âge de, je sais pas, de 7 ans peut-être, et il avait le front parfaitement lisse. Voilà. Et l'asbiba, je ne sais pas comment ils font, c'est difficile. Et alors, ce qui est amusant, c'est que souvent, il y a 3 points
Alors les gens doivent se frotter, ça fait 3 points. Enfin, ils se cognent carrément le front. Je dis que c'est la Sainte Trinité. Oui, sans doute. Sans doute. Mais bon, j'ai les pages assez en colère contre cette islamisation, cette islamisation de la société, oui. Mais c'est plus ma grande crainte maintenant. Là, vu d'Égypte, hein, c'est plus ma grande crainte. Je crois que maintenant, je craindrais plus les dictatures que... Pour ce qui est de l'Égypte, par exemple, je trouve que le problème, c'est plus la dictature que l'islamisation, qui a atteint peut-être son apogée et qui peut-être commence un tout petit peu à décliner. En tout cas, ce n'est pas le thème central des gens, des jeunes là-bas, c'est pas ça leur préoccupation majeure. Oui, mais c'est quand même... Mais il y a eu... l'objet d'une instrumentalisation... Sur 40 ans, peut-être un peu plus, il y a eu ce phénomène de... Alors l'Azmiba, c'est relativement... C'est drôle, ça fait rire. Et ceux qui ont envie d'avoir ça sur le visage ne se rendent pas compte peut-être que ça ne les embellit pas. Mais ce qui est pire, c'est ce qu'on a fait aux femmes. C'est là que je parle de marquage de troupeau. Là, il s'agit... C'est tellement évident qu'il y avait une volonté de vouloir marquer le terrain et de vouloir trancher, de vouloir dire ceci, il y a eux, il y a nous, il y a... Et la meilleure façon, c'était effectivement en imposant à les femmes un déguisement dont je me demande où il a été inventé. Mais j'ai une explication. Je crois que ça vient des films de Ramadan, où on parle des gens de Quraïsh, les vieux films de Ramadan d'autrefois. Et tous ces films-là, je crois que c'est là parce que ça n'a jamais existé, ce voile-là. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu le haïk marma, il y a eu les voiles de... Parfois. Oui, mais ce voile-là, il n'a existé nulle part. C'est vraiment une entreprise politique. Et une entreprise politique qu'il y a en Égypte, par exemple, partout d'ailleurs. Mais moins en Tunisie quand même. Hein. Moins. Oui. Mais justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu dis qu'en fait le nationalisme arabe a été une grande illusion qui a fait plus de mal plus que de bien. Mais alors, c'est quoi le monde arabe? Le monde arabe, pour toi? Pour moi, le monde arabe, c'est le monde où l'on parle majoritairement arabe, parce que ce monde peut comprendre des berbères ici, peut comprendre des Kurdes ailleurs. Alors bon, peut-être que, par exemple, les Kurdes sont en train de divorcer avec le monde arabe, mais ils en ont longtemps fait partie, en tout cas. Mais dans tous il y a une profonde unité linguistique qui est extrêmement importante. Pensez que réellement on communique, qu'on écoute on voit les mêmes films, qu'on écoute les mêmes musiques d'un bout à l'autre du monde arabe. Et c'est pas seulement des musiques égyptiennes, c'est-à-dire que les chanteurs du Golfe, par exemple, sont écoutés ici. Et donc, pensez qu'il y a cette facilité de compréhension. En bien ou en mal, Al Jazeera, ces messages ne sont pas toujours des messages sympathiques, mais Al Jazeera est écouté partout, y compris partout. En Europe, ça n'existe pas. Donc ce monde arabe a une profonde existence sur le plan linguistique. Ensuite, il y a le facteur religieux majoritairement, mais il y a des minorités importantes qui ne sont pas musulmanes, mais il y a quand même... le monde arabe est marqué par la religion musulmane, comme le monde européen est marqué par la religion chrétienne. Mais je pense que le facteur linguistique est plus important pour moi. Oui, parce que la langue est porteuse d'une sensibilité. Oui. Donc, de toute façon, un pays est atrocement absent de votre... c'est la Tunisie. Voilà, c'est la Tunisie. Mais il y a un passage quand même, je ne peux pas ne pas en parler, Gilles, si tu permets. Puisqu'on a ici Fawzia en face, puisqu'il s'agit de la rencontre avec Mohamed Chafi. Ah oui. 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 Je parle de la Tunisie un tout petit peu avant, au début, mais pour dire, oui, et puis oui, effectivement. Et à un moment donné, tu exprimes, puisque tu es sincère dans ce livre, tu exprimes un profond regret. Oui. Sans doute n'ai-je pas été assez opiniâtre pour faire face aux idéologues
de la fin de la coopération de substitution. Et à ce titre, j'ai été en partie responsable de l'échec de ce qui aurait pu être une expérience exemplaire. C'est en fait, il parle avant de sa rencontre avec le ministre de l'Éducation, Mohamed Sharfi, qui lançait cette magnifique réforme de l'éducation. Et tu l'as rencontré, je crois. À plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Et tu n'as pas suffisamment. Et c'est à l'époque, moi j'étais encore. Je ne suis pas très haut, enfin, je ne suis pas très haut non plus maintenant, mais je veux dire, je n'ai pas osé me battre comme j'aurais peut-être dû le faire, comme j'aurais sans doute dû le faire. Donc, dans le plan Sharfi, c'était de ramener la rationalité dans le système d'enseignement. C'était pas seul. Et il pensait que pour ça, il fallait également remettre le français. Bien sûr que ce n'était pas uniquement le français. Mais il pensait qu'on avait besoin de vraiment redonner une place au français. Et son programme prévoyait la venue de 200 professeurs. C'est rien, 200 professeurs. Alors, on aurait pu... Alors, bien sûr, il y a dans cette salle la présidente d'Agir, qui est ici. À l'époque, je ne sais pas, je ne connaissais pas, mais enfin, on aurait pu envoyer des jeunes retraités, on aurait pu trouver une solution. Et on ne l'a pas vraiment cherché. Et je me souviens de discussions sur la formation de formateurs. Bon. Et le ministre Mohamed Sharfi a été gentil, il a été poli, il aurait pu se fâcher, il aurait dû se fâcher un peu. Ouais. Et peut-être parce que et monter plus haut que nous. C'est dommage. Enfin, ceci étant, rien n'est jamais perdu. Oui, mais en tout cas, moi j'ai apprécié justement cette attitude éthique dont je parlais tout à l'heure, de sincérité dans la confession, c'est une sorte de mea culpa, mais tu n'es pas le seul à décider de toute façon. Non, bien sûr. Mais... Tu as assumé ta part de responsabilité et tu as toujours eu ce sentiment de distance par rapport à ta fonction diplomatique, parce que tu en parles quand même avec plutôt de la dérision. Et est-ce que le fait d'être à la retraite aujourd'hui, bien sûr, tu es délivré de ton devoir de réserve, qui devait peser lourd, mais est-ce que déjà à l'époque, tu étais ambassadeur, diplomate avant, tu avais cette distance critique par rapport à la fonction? Oui et non. Il y a quand même deux passages. Il y en a un où je dis j'ai aimé le pouvoir qui ordonne, le pouvoir qui rapproche, le pouvoir qui... Il y a ce passage-là. Ça, c'était quand j'étais conseiller culturel. J'avais un immense service culturel. Comme ici, je pense, enfin, mais j'avais 500 personnes, enfin, c'est même plus de 500. Et donc, et on faisait beaucoup de choses. Et donc, et puis il y a un autre passage, plus futile, mais où je raconte mon retour de chez la remise des lettres de créance et où j'avais le sentiment de représenter la France, les drapeaux qui claquent, les musiques. J'ai aimé ça, oui, non, j'ai aimé. Mais en même temps, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de me pincer et de me dire, bon, rappelle-toi que la vraie vie est quand même toujours un peu ailleurs. Mais malgré tout, oui, j'ai aimé ce métier. J'ironise, mais j'ai aimé ce métier. Parmi tous les métiers, c'est pas le plus mauvais. Si j'avais des jeunes dans la salle qui veulent choisir un métier, je ne leur déconseillerais pas de le faire, parce que quelle ouverture on peut avoir dans les différents postes. C'est quand même extraordinaire si on veut le faire dans cet esprit-là. Et la violence quand même de la sortie, ce terme radié, parce que tu parles à la fin d'un télégramme ou d'une lettre qui t'a été adressée par le ministère, par le Quai d'Orsay, où il y a le mot radié. Alors oui, non, mais alors pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce terme-là? Le métier est un beau métier. Le ministère est un monstre froid, sans nerfs et sans qui n'a pas de sang dans les veines. C'est un espèce d'ectoplasme, mais
ça n'empêche pas de faire des choses très intéressantes, chacun à son poste, mais on a derrière cette espèce de forme, avec une espèce de lâcheté générale qui plane surtout. Ça oui, bien sûr, mais on peut faire beaucoup de choses. J'ai un ambassadeur, Jean-Pierre Lafont, qui était au Liban, je vous assure que ça ne l'a pas empêché d'agir. Et alors, effectivement, à la fin, quand on s'en va, mais ça m'a plutôt amusé, à la fin, quand on s'en va, on reçoit, oui, on doit nous envoyer quand même ça, je ne sais pas, dans une enveloppe, mais sans lettre d'accompagnement ni rien, le décret qui dit, Monsieur Gilles a daté du 4 juillet, c'était mon anniversaire, comme ça vous le saurez, a daté du 4 juillet 1944, 1969, 2009, Monsieur Gauthier est radié du cadre des affaires étrangères. C'est quand même un peu une drôle de façon. Et puis quelques jours plus tard, alors un peu plus tard, alors là, une association m'a contacté pour me dire que si je m'inscrivais, si j'envoyais des photos, j'aurais le droit de manger à la cantine. Alors, c'est pas si génial que ça comme cantine, donc je n'ai pas répondu. Oui, non, mais en même temps, j'ai eu des collègues formidables, j'ai rencontré des tas de personnalités, vous en avez une ici, personnalité, mais j'ai rencontré des tas de gens très bien, que j'aurais peut-être pas rencontré ailleurs. Ah non, et j'ironise au début surtout, là, quand je raconte mes premiers contacts avec mon ambassadeur et l'ambassade, et oui, effectivement, c'est un monde qui a ses particularités. Oui. Et justement, oui, je vais ajouter là quelque chose. Je crois que ce que je retiens, moi, de tout le livre et de ce statut, de cette ambivalence, en fait, cette ambiguïté finalement de la fonction, c'est que, oui, vous servez votre pays de manière très loyale, mais en fait, dans votre fort intérieur, vous êtes toujours un peu du côté des faibles, des gens ordinaires. C'est-à-dire que vous servez la puissance comme le missionnaire français qui garde la confiance en sa nation, le rayonnement de sa langue, tout ça, mais qui est aussi du côté de l'ex-colonisé et qui comprend ces rébellions contre la puissance dont vous êtes le représentant. Il y a ce double, peut-être, de vos 18 ans avec les Sahraouis, tout ça. Il y a quand même ce fil conducteur d'être toujours du côté du non-establishment, des faibles. Et vous avez toujours cette dualité en vous et vous ne l'avez pas mutilée quand vous avez écrit. Oui, mais c'est pas tellement parti d'une espèce de remords colonial. Non, pas parce que ça, je l'ai pas, parce que je l'ai pas. J'aime beaucoup l'histoire. Je lis énormément. Les colonisations, c'est un moment de l'histoire qu'il faut étudier comme tel. Il faut pas la revivre maintenant. Ça, non. Il ne faut pas la revivre maintenant. Ça, c'est sûr qu'il faut absolument établir des relations sur des bases différentes. Mais non, il y a effectivement. Je vous dis franchement, si je devais être dans une situation où j'ai profondément le sentiment que ce qu'on me demande de faire est vraiment très, très mauvais, je ne sais pas ce que j'aurais fait, ça ne m'est jamais arrivé. Au tout début à Bagdad, quand on avait cette politique pro-Saddam et tout ça, mais j'étais un pion à l'époque, j'étais rien. Mais quand même, j'allais à Paris dire ce que j'en pensais. Au ministère, je disais ce que j'en pensais. On est allé très loin dans la compromission. Après, quand moi j'étais en fonction, je n'ai jamais eu d'occasion comme celle-ci. Alors maintenant, j'en aurais peut-être, s'il y a des éléments de la politique française actuelle qui ne me plaisent pas énormément. Et je vais faire, avant de peut-être donner la parole à la salle, il y aura peut-être des questions, je vais faire comme Jacques le fataliste et te poser la question et l'histoire de vos amours. Ah, mes amours. Alors, est-ce que cette passion pour le monde arabe oui, n'est-elle pas en fait une passion
pour des hommes Pour des que, hommes vous, arabes. que vous avez aimés. Oui, alors oui, bien sûr. Je crois que le fait que j'ai envie de quitter la France, le fait que j'ai envie d'aller voir ailleurs, c'est certainement parce que en France, j'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas vivre totalement sa vie, ses amours. Et je suis arrivé dans un monde très différent de celui d'aujourd'hui. Très différent, puisque le monde arabe était encore, à l'époque, marqué par pas ambivalence, c'est pas ça, mais cette espèce de plénitude sexuelle qui faisait que les frontières étaient faciles à franchir. Et je les ai franchies ici. Et alors, j'ai eu dans ces relations que j'ai eues, alors j'ai eu des relations, j'en ai eu pour m'amuser, mais j'ai eu des relations sérieuses avec 4, je crois, personnes ou 5. Et j'ai toujours des relations avec eux, qui pour la plupart, en Algérie, ces filles viennent régulièrement me voir à Paris. Et à chaque fois, c'était très harmonieux. Parfois c'était pas harmonieux, parfois c'était crépage de chignon. Mais je veux dire, globalement, socialement, c'était harmonieux. Et puis, harmonieux avec les familles, harmonieux avec la société en général. Et ça, c'est une chose qui, en France, qui est un pays où les gens, enfin maintenant, le monde arabe aussi commence à être comme ça, où les gens sont de plus en plus dans des cases, chacun dans sa case. Et ici, j'avais vécu sans le sentiment d'être emprisonné dans une case. C'est incroyable parce que nous vivons plutôt nos sociétés comme des sociétés intolérantes, extrêmement coercitives. Alors, d'abord, c'est vrai que pour les femmes, c'était toujours. Mais pour les hommes, pour les hommes, l'évolution n'a pas été bonne parce qu'il y a eu, même pour les hommes et pour les femmes, il y avait une beaucoup plus grande, laxisme, comment dire. Encore une fois, je me réfère plus à la société égyptienne que je connais bien, mais il y avait 1000 façons de vivre, de s'en sortir, petit à petit, les choses se sont refermées. Tout s'est refermé, le vocabulaire s'est refermé, et les gens se sont engoncés dans des limites de plus en plus étroites. Mais depuis la Révolution, une partie de la jeunesse, qui n'est pas uniquement issue des classes les plus aisées, une partie de la jeunesse réinvente sa liberté. Et ça, je le vois, quand je vais au Caire, je vois des garçons et des filles ensemble qui sont vraiment camarades, qui peuvent être amoureux, qui peuvent être dans le respect, et puis qui ont envie de construire un monde nouveau ensemble. Ça, je crois que ça, c'est assez fort. Et même parfois, en dehors de ces milieux révolutionnaires, même si on va chez des gens plus modestes, j'avais parlé un jour, j'avais rencontré un chauffeur de taxi. Est-ce que j'en parle ici? Je ne sais pas. Un chauffeur de taxi salafiste. Alors, c'est juste après la Révolution, on parlait très, très librement. Et je lui avais dit, tu es salafiste? Parce qu'il avait le look, il était jeune, c'est mignon, mais il avait un petit peu, il avait pas de biba, il avait la barbe qu'il fallait, enfin. Et elle m'a dit, oui, je suis salafiste. Avant, j'étais un bon musulman, mais quand même, maintenant, je suis encore plus. Maintenant, c'est vraiment, j'applique tout. Et il me dit, et toi, d'où tu viens? Je lui dis, je suis français. Ah, il me dit, moi, j'aime beaucoup Alain Delon. Ah. Alors je me suis dit qu'il y avait un petit espoir. Et puis après, alors, je lui ai dit, il m'a parlé de ses enfants. Il en avait 2 c'était assez espacé. J'ai dit, mais tu n'en veux pas plus? Il m'a dit, non, parce que d'abord c'est fatigant pour la femme, et puis après il faut quand même les élever, les éduquer. Bon, je me suis dit que, voilà, peut-être qu'il y a 20 ans, quelqu'un de moderne n'aurait pas, ou il y a 30 ans ou 40 ans, quelqu'un de moderne en apparence n'aurait pas réagi comme ça. Et que maintenant, lui,
qui se croit salafiste ou qui l'est, provisoirement sans doute, parce qu'il faut bien considérer qu'il y a aussi beaucoup de passages. Hein. Moi, j'ai plein d'amis qui étaient frères musulmans quand ils étaient... plein, j'exagère, mais un des grands militants des droits de l'homme, Hassan, non, j'ai oublié son nom, un grand militant égyptien des droits de l'homme, a commencé frère musulman. Et dans les camps, l'entraînement, tout ça. Donc, il ne faut pas non plus dire que les gens sont condamnés à rester dans l'état où ils sont. Et je crois que le mouvement actuellement, après avoir été dans le sens vers le balancier, est en train d'aller dans l'autre sens, je crois. J'espère. Oui, oui, oui. Donc, je crois qu'on a encore un petit quart d'heure pour les questions éventuelles dans la salle. Oui, monsieur. Merci beaucoup, je suis très curieux de lire votre livre. J'ai une question. Vous avez parlé du Liban, donc je vais vous parler de quelqu'un du Liban que vous connaissez certainement. Du Liban, vous avez parlé du Liban, donc vous connaissez certainement Georges Corme. Oui. Et dans l'un de ses derniers livres, il développe une thèse que beaucoup de gens aussi développent et reprennent sur les deux mondes arabes. Donc le monde arabe du Golfe et l'autre en fait. Et pour lui, une bonne partie de nos malheurs proviennent de la prise du pouvoir il y a quelques décennies, qui s'est renforcée aujourd'hui par le Golfe sur le reste du monde arabe. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est encore pire, parce qu'on a l'impression que les diplomaties occidentales sont devenues quasiment sous l'emprise de ces pays du Golfe. Donc j'aimerais avoir votre sentiment sur ce... C'est peut-être ça qui rend la chose très compliquée. Donc, votre sentiment de diplomate et de quelqu'un qui connaît le monde arabe. Oui, je suis absolument d'accord. Enfin, je pense qu'effectivement, l'argent du Golfe, l'argent du Golfe a directement nourri ce salafisme, ce wahhabisme. Enfin, moi, il m'arrive de dire que l'islam, c'est un petit peu comme le Bernard l'ermite. Il n'y a plus que la coquille, et à l'intérieur, il y a un animal, un intrus. Le salafisme est totalement occupé maintenant. Il n'y a plus d'espace, en dehors de quelques penseurs comme Ella, qui essaient comme d'autres aussi, mais tout l'espace est occupé par ce que ces gens-là ont créé avec leur argent et continuent à financer, parce qu'il ne faut pas exagérer. On donne l'autorisation aux femmes de conduire, mais enfin on continue à distribuer par millions des livres quasiment gratuits et qui seraient bon de lire en détail pour voir ce qu'ils contiennent. Enfin, les gens qui sont indulgents à cet égard devraient lire en détail le contenu de ces livres. Alors, il y a... Ah bon, oui. Et donc, il y a effectivement ça. Alors, le Golfe, c'est presque rien en termes de population. C'est ça qui est paradoxal. Et c'est donc de l'argent. Le trône d'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, c'est une famille. Moi, il m'arrive même de ne plus dire le mot Arabie Saoudite, de dire la famille Al-Saoud, parce que qu'est-ce que ça veut dire Arabie Saoudite? C'est comme si on disait la Macronie ou la France Bourbon à l'époque des rois. Enfin, mais donc, c'est une famille, un prédicateur, et puis à deux pieds, ça ne marche pas. Le troisième, c'est quoi? Ben, les États-Unis, qui sont les parrains de l'Arabie Saoudite moderne. Et donc, ça, c'est effectivement, ça a un effet très néfaste, oui, très, très néfaste. Et face à ça, il y a la vie. Alors, les diplomaties, je suis gêné pour en parler, mais je pense que, je regrette, je vais dire plutôt ça. Je regrette qu'un pays comme le nôtre, par exemple, ne profite pas de la place qu'il a, de la place qu'il a, qui existe, qui est réelle dans le monde arabe, pas seulement au Maghreb. C'est pas la France, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais je sais que dans le monde arabe, elle compte. Et la France, je regrette qu'elle n'utilise pas ce rôle qu'elle a sur le plan culturel. Quand vous pensez que, par exemple, dans les Émirats, il y a je ne sais plus combien,
500 000 francophones. En Égypte francophone, il y a des écoles. Depuis que je suis parti, il y a je ne sais combien d'écoles francophones qui ont ouvert, de nouvelles écoles. La France qui vend des armes, pourquoi pas, il faut bien vivre. Mais la France qui a des bases militaires comme celle de Djibouti, qu'elle n'utilise pas ce poids dans le sens de la raison. Dans une guerre comme celle du Yémen, par exemple, il a fallu que ce soit les Américains qui disent d'arrêter la guerre. On aurait pu quand même, depuis quelque temps, depuis assez longtemps, presque depuis le début, essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec d'autres Européens. On peut. Il y a un livre très intéressant qui vient de sortir de M. Hervé de Charette, qui a été ministre des Affaires étrangères. C'était le descendant du Chouan, les Chouans, hein, c'était... il n'est pas descendant direct du Charette, mais enfin il est cousin. Eh bien, M. de Charette a été un très bon ministre et il a mené une mission, une navette diplomatique en 96 et j'étais présent à ce moment-là, donc je le voyais tous les jours, il passait tous les 2 jours et la France a réussi à imposer sa volonté. Enfin, sa volonté, c'est-à-dire la France a réussi à imposer d'être partie prenante parce que les pays de la région l'ont exigé, mais ils étaient contents qu'on s'engage. Si on ne s'était pas engagé, et on a pu le faire. Ça n'a pas coûté, au contraire, ça nous a plutôt rapporté du prestige. Et donc, c'est un regret, oui, un regret que l'Europe se laisse dicter sa politique et que la France n'essaie pas de prendre des initiatives plus courageuses dans ce domaine. Enfin, vous savez, ces pays du Golfe, c'est fragile, hein, mais c'est fragile, je veux dire, le monde arabe, il ne se fera pas là. Il se fera aussi là, il y a des populations. En Arabie, il y a des populations. À Qatar, il y a 100 000 personnes. Enfin, je ne parle pas des immigrés qui sont des objets, hein, purs objets. Dans les Émirats, je ne sais pas combien ils sont, les Émiratis. Il y a des populations, mais enfin, c'est quand même pas le cœur. C'est pas là que se fera le monde arabe nouveau. Pour l'instant, c'est surtout une nuisance. Oui, à distance. À distance. Oui. C'est ce que je dis toujours quand, si vous écoutez France 24, je suis assez souvent interrogé, mais je le dis d'une façon plus durable. Oui, bonsoir. Vous avez prononcé une phrase qui m'a beaucoup intrigué. Pardon, vous avez un peu sur avec là. Oui, vous avez dit... J'entends pas. Bonsoir. J'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup... Vous avez prononcé une phrase qui m'a beaucoup intrigué. Vous avez dit, maintenant, c'est pas tout à fait l'islam politique qui tend, peut-être qui fait peur, c'est la dictature. Ça, j'ai entendu ce raisonnement, c'est-à-dire que finalement, l'islam politique, c'est plus le vrai danger pour les sociétés arabo-musulmanes, mais la dictature. La première question, est-ce que vous parlez de l'Égypte, uniquement de l'Égypte, ou pour le reste du monde arabe? Les dictatures, pourquoi pas la démocratie? Oui, bien sûr, non, j'avais l'Égypte en tête hein, quand je disais ça. Et je pense que l'islam politique est un grand danger, bien sûr. Mais effectivement, les dictatures aussi, parce que, regardez, par exemple, ce que la dictature de Saddam Hussein a fait à l'Irak. Elle l'a détruit. Ce n'est pas les Américains qui ont détruit. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont décervelé ce peuple. Ils ont détruit tous les rapports sociaux, tout. Et une fois sorti l'appareil de répression, eh bien, on a cet affrontement entre chiites, sunnites, kurdes. Regardez dans les pays de l'Est, les régimes communistes, ce qu'ils ont laissé derrière eux. Donc les dictatures sont extrêmement néfastes. Alors si les islamistes étaient au pouvoir sous forme de dictature, ils seraient aussi néfastes, bien sûr. Tant qu'ils sont une force politique parmi d'autres, eh bien, il faut les combattre comme une force politique.
En Égypte, ils avaient 25% Morsi avait 25% des voix au premier tour de l'élection. C'était pas énorme. Et après, il y avait un candidat islamiste qui avait 18%, et seulement c'était quelqu'un qui avait fait des tas de déclarations très très modernes et qui était avec beaucoup de voix de révolutionnaires. Mais à eux deux, en totalité, ils n'ont jamais eu la majorité. Et, Morsi a été élu ensuite parce que des gens des révolutionnaires ont voté pour lui, pour ne pas voter pour le candidat de l'ancien régime. Donc c'est bien de lutter dans une démocratie. Bien sûr, c'est la démocratie qui est le seul système porteur d'avenir. Je peux poser juste une question à ce propos? Oui. Sur voilà, la question que je me suis posée, c'est la question de la démocratie comme idéologie, hein, pas comme idéologie. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas, parce que je réfléchis un peu ces derniers temps là-dessus, est-ce que vous ne croyez pas que, d'abord, quand on voit l'histoire européenne, il y a eu tellement de guerres de religion et tellement de monarques qui ont... les plus grands penseurs français ont tous fini plus ou moins en prison. Diderot était au donjon de Vincennes, Voltaire écrivait des lettres sous pseudonyme, Rousseau s'est enfui à Genève, etc. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que la construction, les monarchies pour créer une nation ne passent pas par une phase de construction despotique, en quelque sorte, puis éclairée, puis démocratique? Est-ce qu'il n'y a pas une évolution interne qui colle à la société elle-même, qui vient et du bas et de ses courants de pensée philosophiques, etc. Et est-ce que vous croyez que l'entreprise actuelle du monde des puissances, que j'appelle des puissances, hein, parce que moi je me sens occidentale, mais je parle de la surpuissance, est-ce que vous ne croyez pas qu'une démocratie qui vient de l'extérieur n'est pas à l'origine aujourd'hui de très grandes tragédies qui vont peut-être à rebondissement, qui n'en finiront pas, et qui vont produire des conséquences plus graves qu'une dictature interne où petit à petit les populations, comment ça s'est passé en Tunisie finalement, si on avait été envahi par une armée étrangère et qui nous dit par force vous allez vous démocratiser. Non, ce ne serait jamais démocratisé, ça aurait été la guerre civile. C'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé en Libye. Donc, est-ce que vous croyez que cette espèce ce que j'appelle la démocratie impériale, la démocratie impériale est en train aujourd'hui d'imposer un système normatif de pensée qui impose à chaque société le même format. Parce que, comme dit Amartya Sen, il a écrit un très beau livre qui s'appelle La démocratie des autres. Et il dit qu'en fait, dans chaque société, il y a des systèmes de débat interne, il y a des systèmes où, finalement, même sous une apparence, il y a une discussion et que c'est ça qu'il faut travailler et non pas venir avec le système démocratique ou américain, bipartite ou français, gauche-droite, etc., qui brouille et qui détraque en fait, qui détraque la construction saine de la démocratie. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans nos pays, plus ou moins, quoi. Oui, tout à fait. Donc il y a quand même, je ne dis pas une responsabilité parce que j'ai horreur de dire c'est la faute à l'autre, c'est toujours notre faute, les dégâts, mais quand même, il y a quelque chose là qui me pose un problème par rapport à la guerre démocratique. C'est-à-dire la démocratie, si elle s'impose par la guerre, n'est plus de la démocratie. Ah, bien sûr, voilà. bien sûr. Elle ruine son principe. Oui, tout à voilà, fait. c'est ça le problème. Tout à fait. Mais d'abord, entre les systèmes despotiques et les systèmes, les dictatures modernes, il y a une différence. Prenons l'exemple de la Tunisie, dont je ne parle pas beaucoup parce que c'était le pays où je venais très souvent, depuis l'Algérie où je travaillais, et c'est pour moi un pays de vacances et un petit paradis. Ceux qui ont l'âge se souviennent de la Tunisie des années 60. C'était quand même un pays très souriant, qui construisait son avenir. Enfin, alors Bourguiba était un peu le père Fouettard parfois, mais en même temps, c'était pas terrible. Il y a des gens qui sont morts. Effectivement, je connais un petit peu l'histoire de la Tunisie, mais c'était pas ce système qu'a mis en place Saddam Hussein, qu'a mis en place Assad, où là, vraiment, le débat dont vous parlez n'existe plus du tout. Dans ce pays-là, les sociétés sont complètement écrasées, éteintes. L'Irak était un sommet dans ce domaine. L'Irak a été un sommet. Et
Mais prenons l'Iran, par exemple. Oui, en Iran, bien sûr, et là, il y a une société qui bouge, il y a un débat, et de toute façon, intervenir de l'extérieur pour imposer une solution politique, et c'est la pire des choses. D'une façon générale, les guerres sont souvent les pires des choses. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur les interventions étrangères. En revanche, ce que peut faire une puissance, c'est dire aux despotes avec qui on parle, moi je dis toujours qu'avec le diable, il faut manger avec une longue cuillère, mais manger quand même, hein, on ne peut pas sinon, mais avec une longue cuillère, faire attention. Mais ce qu'une puissance peut faire, c'est rappeler que tant que certains crimes seront commis, certaines infractions graves aux droits de l'homme seront commis, les relations ne pourront jamais être des relations de confiance. On continuera à travailler, mais avec méfiance. Ces gens-là, ces dictateurs, ils n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques. C'est utile de leur dire d'intervenir quand il y a de gros problèmes des droits de l'homme. Ne pas le faire, c'est grave. Ne pas le faire, c'est grave. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils n'aiment pas du tout. Donc là, il y a une intervention possible, mais pas par la guerre, bien sûr. Mais une intervention par la diplomatie, par la pression, oui. Ça peut même être fait discrètement. Alors, parfois, j'espère que c'est fait. Hein. Parfois, j'espère qu'on le fait. J'en doute un peu. Mourad Jaloui. Maître, j'aimerais bien savoir, la situation du monde arabe aujourd'hui s'empire de plus en plus. Comment placez-vous le monde arabe par rapport à l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, la robotisation, le sort du monde occidental, avec les progrès scientifiques, technologiques, techniques, où se trouve le monde arabe aujourd'hui? Malheureusement, il y a deux choses qui unissent le monde arabe, la langue et la religion. Et pour le reste, rien du tout. Malheureusement, un pays où une immense fortune, où sont en train de les dépenser le monde arabe, dans les Paris Saint-Germain, dans les casinos, dans les clubs, alors là, c'est pas possible aujourd'hui. Le monde arabe, on va faire notre deuil sur le monde arabe, car pratiquement aucune lueur d'espoir. Nous avons été amenés, malheureusement, le monde arabe, après son indépendance, par un certain romantisme négatif de Jamal Abdel Nasser, qui a fait rêver le monde arabe de renouveau de la civilisation arabe. Il y avait un seul homme qui avait les pieds sur terre, c'était Bourguiba. Mais malheureusement, Bourguiba ne pouvait pas faire. Malheureusement, le monde arabe aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, avec Daesh, avec ce qui s'est passé, même chez nous en Tunisie, on croyait peut-être qu'on pourrait sortir du malheur, malheureusement non. Nada encore aujourd'hui. Elle gouverne, elle va gouverner, et elle s'attend aujourd'hui, peut-être un jour, elle va imposer un État islamique qui sera encore plus malheureux. Malheureusement, avec notre argent, avec l'argent qu'ils ont, le monde arabe, il se rétrograde de plus en plus. Merci. Oui, c'est pas tellement une question, mais c'est une intervention. Mais je pense, par exemple, c'est vrai qu'il y a un retard. Le monde arabe ne consacre pas beaucoup d'énergie à développer les sciences, le secteur scientifique. Il y a si on regarde le nombre de brevets traduits, très peu de choses. Si on regarde le nombre de livres traduits, parce qu'à une époque j'avais fait des interventions sur la traduction, parce que moi je traduis, je suis le traducteur de Ala El Aswani, de tous ces livres, mais donc on m'avait invité à parler de traduction, et j'avais regardé les statistiques. On traduit pas plus de textes de l'arabe vers des langues étrangères et des langues étrangères vers l'arabe que par exemple un pays comme Israël ou la Grèce. Alors, le monde arabe c'est quand même un peu plus grand, donc il y a vraiment un retard. Mais un pays comme la Tunisie, j'ai pensé à ça, à Sfax, il y avait l'assemblée d'hommes d'affaires, enfin ça a l'air assez vivant. Je me dis que la Tunisie, dans ce domaine, aurait une place à prendre. Dans ce domaine de ces sciences, je ne sais pas si c'est la robotique, moi je ne connais rien, mais en tout cas dans le domaine de tout ce qui est nouvelles technologies, enfin elles sont de moins en moins nouvelles d'ailleurs, mais
Et alors, j'ai posé la question, je me demandais pourquoi ça ne se développait pas plus. Mais il y a, je suis sûr, enfin, bon, notamment, il y a des histoires de transfert d'argent, parce qu'il faut être souple pour pouvoir travailler dans ce domaine, il faut pouvoir... Mais oui, la Tunisie, si elle a une place à prendre, c'est là. Quant au monde arabe, il finira par s'en sortir. Hein, je pense vraiment qu'on est dans une période, on est au pire là, de la crise, mais ce que je vois émerger, ce sont les sociétés. Et vous connaissez Leïla Chahid, c'est une amie de longue date que j'ai connue il y a très longtemps. Et un jour, elle est intervenue, de sa façon à elle, parce qu'elle est très politique, hein, elle n'est pas toujours dans la nuance, même si elle est très habile. Elle a dit, oui, le monde arabe va mal, mais les sociétés arabes vont bien. Alors, elle exagère en disant vont bien, mais ce qu'on peut dire, c'est que les sociétés arabes sont mobiles. Ce qui n'est pas toujours le cas. Regardez la France actuellement, on n'est pas très mobile. Dès qu'on veut... Comment? Oui, il y a les gilets jaunes. Ben, les gilets jaunes, vous appelez ça de la mobilité? Moi, ça c'est tout le contraire. C'est des gens qui manifestent contre tout changement, toute réforme. Comment? Je ne sais pas. C'est 150 000 personnes, ça fait ça fait un Français sur 100 000 personnes, à peu près un Français sur 700, je crois. Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui arrivent à vivre. Alors, non, tous les mouvements sont tout le temps pour bloquer, justement. Ce sont les mouvements qui bloquent constamment. On a des sociétés bloquées. Moi, je voulais. Je ne sais pas, par exemple, je voulais faire inviter Alaa El-Souani avec beaucoup de difficultés en Égypte. Beaucoup, comme tout le monde. Mais lui plus parce qu'il est... Et donc, maintenant, il ne peut plus imprimer en Égypte, il ne peut plus publier en Égypte, il ne peut plus écrire d'articles. Il avait, parallèlement à son activité politique, il avait une activité parallèlement à son activité d'écrivain, il avait une activité politique, et il faisait des articles qui étaient attendus par tout le monde dans le pays. Petit à petit, on a interdit ça. Il avait régulièrement des conférences. Petit à petit, on a réduit les salles qui lui étaient autorisées, puis maintenant, il n'a plus le droit. Puis maintenant, on en est aux menaces, on embête sa famille, on interdit à son fils, qui est comédien, de jouer. Enfin, donc, actuellement, il donne des cours aux États-Unis depuis le mois de mai. Jusque-là, il est resté. Et moi, je voudrais trouver des postes en France, un poste... Je ne sais pas, 6 mois, 2 mois, 3 mois dans un établissement français, c'est très compliqué. C'est très compliqué, tout est fermé. Alors, on a besoin de débloquer cette société, nous aussi. Et je pense que les sociétés arabes sont en train... Par exemple, en Égypte, on parlait tout à l'heure du fait que vous étiez regardiez vers l'Occident. Alors, mon ami, mon dernier amour, si vous voulez, mais maintenant c'est une relation d'un autre type qui s'est établie, est en France depuis l'an 2000. Quand il est parti en France, il ne regardait plus derrière, il n'avait plus l'intention de revenir. Maintenant, il regarde de plus en plus vers l'Égypte et il me dit, mais quand je suis en Égypte, j'ai l'impression que tout est possible. Je vois mes amis qui font des projets, qui parfois se cassent la figure, mais qui parfois marchent, qui créent des petites sociétés, qui font comment ça s'appelle, des performances, de la danse, des tas de choses. Donc, lui, après avoir regardé, maintenant qu'il est en France, il retrouve à nouveau le... Oui, mais toujours, le mouvement, c'est toujours vers le nord. Oui, c'est jamais c'est... Pour l'instant, on n'a pas vu de vague d'immigrés non. venir... Alors, ce qu'on verra peut-être, mais là, on... Là, oui. Oui, il y a une vague, mais c'était pas... Et alors, ce qu'on peut espérer peut-être, c'est qu'il y a un va-et-vient. Il y aura peut-être de plus en plus de gens qui seront à cheval et qui... Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et bien alors, il faut que ces gens à cheval irriguent ici. Il faut que... Ça se fait. Oui. Ça existe, je pense. Oui, mais peut-être plus quand même depuis la Révolution, non? Oui. Je pense. Je ne sais pas mesurer ça. Voilà. Gilles, juste pour une dernière question peut-être.
Je suis la maîtresse du temps, je voulais juste... Voilà, c'est simplement, voilà, j'avais une petite façon. Mais simplement, on va s'accorder, si tu permets, Gilles, Oui. un petit moment juste pour la fin, une lecture Oui. d'un passage que tu préfères dans le livre. On aimerait t'écouter. Ah, alors là, Est-ce que je sais pas. Que je préfère, t'en as pas, toi Oui. Mais je ne sais pas si... est-ce que tu penses à un passage en particulier? J'avais plus ou moins mis des petites fiches. Là. Mais où est-ce qu'il est ton exemplaire où il y a les fiches? Il est parti. Il est dans mon sac, il y a quelqu'un qui a mon sac. Mais sur l'islam, vous allez voir que je suis méchant quand même. Je vais oui. faire un passage sur l'islam. Parce qu'on me l'a reproché. En France, on m'a reproché. On m'a dit que j'étais. Je vais te donner la page parce que je l'ai marqué. Islamophobe. Là, c'est en bas dans le livre. Bah si, justement, parce qu'il y a un passage... Il y a un passage assez dur. Oui, je pense que c'est vers la page 311. C'est dans l'Égypte que je constate. Il y a un passage que moi j'avais noté, page 311, que je trouvais très voilà, non, ça va. Alors, il y a eu l'attentat de Hatshepsut. Je parle d'attentat, cela durera presque une dizaine d'années. Combien de temps j'ai... C'est ça? Les jours éthiques en Égypte, en oui. 97? Oui, le sens, oui. C'est la 311. Alors, après Hatshepsut... Avec le micro, je vais le tenir aussi. Après, non, ça va. Après Hatshepsut. Toujours est-il qu'en Égypte, en 1997, le sang arrêta de couler. La répression gouvernementale se relâcha un peu et la lutte continua par d'autres moyens. Ceux que prenaient et pratiquaient depuis des années les frères musulmans et depuis moins longtemps les groupes salafistes. Si l'État était trop fort pour qu'on puisse s'en emparer, c'est la société qui devenait la cible. Cela commença à la fin des années 70 par des paroles suaves et des conseils susurrés. Puis rapidement, le ton monta. Tous les moyens furent employés pour ramener l'Égypte au respect des textes sacrés dans leur interprétation du XIIIe siècle. Le réseau dense de mosquées fut la première cible. Les appels à la prière devinrent de tonitruantes injonctions. À l'exhortation des minarets s'ajouta celle des diligents fidèles qui transformèrent cages d'escalier et bureaux administratifs en lieux de prière. Réticents au début, les citoyens se laissèrent embrigader de guerres lasses, tandis que les responsables n'osaient pas réagir, préférant cette subreptice aliénation des consciences à une subversion sociale. Pris dans le mouvement, les chauffeurs de taxi et de minibus se mirent à remplacer les chansons d'Kelsoum par des discours édifiants où il n'était question que des tortures infligées dans l'au-delà aux mauvais croyants. Si l'on se rendait en voiture à Suez, on pouvait lire tous les 500 mètres un des 99 noms de Dieu, ce qui est utile d'ailleurs pour apprendre des adjectifs. Sur les autres routes, la plupart des panneaux n'informaient pas le conducteur sur les dangers de la circulation. Ils exaltaient la toute-puissance divine et enjoignaient de s'y soumettre. Puis apparurent les chaînes satellitaires avec leurs prédicateurs télégéniques sur lesquels se répandait la manne des capitaux saoudiens. Difficile d'échapper à ce bourrage de crâne qui vous assaillait de toutes parts. On vous disait comment vous deviez parler, les mots que vous deviez éviter, ce que vous deviez manger et de quelle façon vous deviez le manger. Bref, on vous fixait impérieusement les normes du licite et de l'illicite que des milliers de bigots auraient à cœur de vous rappeler si vous les aviez oubliés. Mais une fois le troupeau revenu dans le bon chemin, il fallait le marquer, afin qu'il ne s'éloigne pas à nouveau. Pour les hommes, une tache au front, un cal de plus ou moins grande taille marquait l'assiduité à la prière. C'est le frottement de la tête contre le tapis qui était supposé de lui-même, pour la première fois dans l'histoire de l'islam, produire cette échymose. Ne pas s'y méprendre, il ne s'agissait pas là d'une prescription, mais d'une manifestation mécanique de la piété. Les femmes, toutefois, étaient le cœur de cible. C'était à elles de proclamer d'une façon évidente le succès de la campagne. Certes, aucune d'entre elles, même parmi les plus pieuses, ne fut atteinte de cette meurtrissure de leur chair, qui miraculeusement les épargna. Ce qui leur était réservé n'était pas une simple tache sur la peau, c'était l'enfermement de leur corps sous un grand rideau qui ne laissait paraître au mieux que leur visage.
Ce n'est pas facile quand on a pris goût à la liberté des mouvements, comme les Égyptiennes, depuis plus de 70 ans, de revenir en arrière et de se laisser ainsi ostraciser. Aussi, n'a-t-on pas lésiné sur les moyens? Il a fallu un matraquage de tous les instants auxquels s'associaient les malheureuses qui avaient franchi le pas les premières. Des actrices vieillissantes furent achetées à prix d'or pour donner l'exemple. Au lendemain du tremblement de terre de 1993, en me promenant avec Malika du côté d'Al-Hussein, j'ai entendu les imams prêcher que si la terre tremblait, c'était à cause de l'impudeur des femmes. Le long de la voie de chemin de fer entre le Caire et Alexandrie, on pouvait lire 400 fois sur le talus, une fois tous les 500 mètres, en grosses lettres, le voile avant le jugement dernier. Al-hijab qabl al-hisab. C'est-à-dire, ne repoussez pas sous des faux prétextes le moment de te voiler. Le jugement dernier pour toi, ce sera peut-être demain. Au bout de quelque temps, la société tout entière prit le relais. Lorsque les enfants avaient des problèmes dans leurs études, le voisinage faisait comprendre à la mère qu'elle leur donnerait une meilleure éducation si elle couvrait ses cheveux, ses bras, ses jambes. Les premières victimes étalaient leur sérénité factice et de guerre lasse, de nouvelles proies tombaient dans la nasse. Merci beaucoup Gilles. Merci à vous. Merci à vous tous et merci à votre vous. présence. Merci, bravo. Alors ça, c'est C'est le mien. C'est le nôtre. Ah, ben, voilà.